Bonjour à tous, je suis Ludovic Duverger, Technical Partner Manager pour iPass. Donc je suis là pour vous parler de la roadmap telle qu'elle a été présentée au dernier événement Forward que nous avons eu à Las Vegas. Comme vous le savez sûrement, nous proposons deux versions de nos solutions par an, une release qui sort en avril et une release qui sort en octobre. Et chaque année, notre product management team a un thème qu'il décline pour la mise en œuvre de nos solutions. Donc en 2017, l'objectif était de faire en sorte que la solution logicielle devienne une véritable solution d'entreprise. Donc le thème était d'avoir un focus sur tout ce qui était sécurité et tout ce qui était scalabilité. En 2018, le thème a été ce qu'on appelle le Fast Time to Value, donc fournir aux développeurs RPA un maximum d'outils pour pouvoir faire en sorte que les projets se développent le plus rapidement possible et soient mis en production le plus rapidement possible. En 2019, donc vous allez le voir dans la présentation qui va suivre, le thème c'est la convergence du RPA et de l'intelligence artificielle pour fournir ce qu'on appelle de l'automatisation intelligente ou smart automation en anglais. Vous allez voir que c'est réellement un thème qui va être décliné tout au long de notre roadmap. En 2020, le thème que l'on envisage, c'est ce que l'on appelle chez nous A Robot for Every Person. Le but étant de fournir à chaque utilisateur son propre robot avec lequel il pourra travailler en collaboration. En fait, c'est quelque chose en lequel on croit réellement. On pense qu'effectivement, à terme, tout utilisateur ayant un ordinateur aura un robot sur son ordinateur et pourra travailler en collaboration avec lui, voire même pourra designer lui-même les processus qu'il voudra voir son robot exécuter. Donc, vous allez voir effectivement que dans le cadre de la roadmap, on a fait évoluer le studio, notamment on s'est adressé aux développeurs et on a pensé que une chose qui était importante pour quelqu'un qui fait un design de processus, c'est d'avoir des outils de debugging. Donc, on a vraiment fait un véritable effort sur le debugging dans le studio. Et puis, bah, évidemment, il y a des outils qui vont améliorer au quotidien le travail du RPA développeur. En parlant du studio, en fait, vous vous apercevrez, si vous n'êtes pas déjà au courant, qu'il y a maintenant plusieurs types de déclinaisons de notre studio. On propose des différents profils pour s'adresser à différentes typologies d'utilisateurs. Le studio que vous connaissez classique pour des RPA développeurs, qui permettent en général de mettre en œuvre des processus complexes et qui s'adressent, comme son nom l'indique, à des développeurs, c'est-à-dire à des gens qui certes vont être assistés par une interface graphique, mais ont quand même besoin de savoir comment on manipule de la donnée, comment est-ce qu'on fait des processus avec des règles de gestion plus ou moins sophistiquées. Une autre déclinaison de notre studio, qu'on appelle Studio X, le X voulant être une référence à Excel, pour la bonne et unique raison, c'est que l'on va s'adresser à des utilisateurs métiers, on va dire avancés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont un profil de type développeur, mais ce sont quand même des gens qui ont une certaine appétence à l'outil informatique et notamment des capacités de comprendre une macro Excel ou autre. L'idée, en fait, derrière ça, c'est bien de continuer à proposer pour un utilisateur la capacité de créer ses propres automatisations. Par exemple, aller ouvrir des pièces jointes sur sa boîte mail, être capable d'ouvrir un browser, d'aller remplir des formulaires, de rentrer dans SAP, de remplir des champs de SAP, etc., etc. Et évidemment aussi de manipuler des données qui sont des données d'Excel. Mais justement, en parlant d'Excel, on va pouvoir aussi utiliser les capacités que propose Excel, notamment dans la transformation de données, pour donner cette aptitude à des utilisateurs métiers. Parce que la vraie difficulté lorsqu'on fait un design d'un processus pour quelqu'un qui n'est pas développeur, c'est justement de faire tout ce qui est transformation de données. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur des feuilles Excel, dans lesquelles on va demander, par exemple, au robot d'aller écrire dans une cellule la donnée que l'on veut transformer et d'aller lire dans une autre cellule le résultat.
cette donnée pouvant être ensuite consommée par le processus pour mettre des règles de gestion du style si mon montant est supérieur à ou si la date est inférieure à temps, je vais donc faire telle action ou telle action. Parmi les déclinaisons possibles, il y a aussi une déclinaison que l'on envisage et qui est pour l'instant dans nos labos, qui s'appellera Studio T, donc qui est à destination des tests, parce que c'est un cas d'usage que l'on retrouve assez souvent, donc le testing d'applications. Et clairement, lorsqu'on va tester une application qu'on veut mettre en production, par exemple, on veut vérifier qu'il n'y a pas eu de régression, que les processus que l'on a envisagés vont bien de bout en bout, on peut très bien s'appuyer sur des robots pour faire ça et jouer en fait des jeux de test. Donc l'idée, c'est de fournir déjà des scénarios qui vont être prépackagés, des intégrations avec des applications de test prépackagées aussi, et puis des interfaces spécifiques pour ces utilisateurs dédiés au test. Alors j'ai bien dit en fait que c'était des profils différents, c'est-à-dire qu'avec la même instance du studio, pour l'instant, vous pouvez choisir une casquette de RPA développeur ou une casquette d'utilisateur business, de citizen developer. Et en fait, suivant le profil que vous allez choisir, l'aspect de votre studio va changer. Et donc, vous pourriez éventuellement basculer de l'un à l'autre en fonction de vos rôles respectifs. Pour ce qui est de l'orchestrateur, il y a eu quelques modifications, notamment en termes d'intégration Active Directory, les capacités en fait aussi de ségréguer l'information qu'on présente à travers l'orchestrateur. J'en parlerai sûrement tout à l'heure. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Une chose qui est importante aussi, c'est le fait que on supporte maintenant, on va supporter, la fourniture de l'orchestrateur en mode SaaS. Pour l'instant, en fait, l'orchestrateur, c'est quelque chose qui s'installe on-premise, que vous pouvez aussi installer sur le cloud et qui est conçu pour ça. D'ailleurs, en fait, c'est une solution multitenante. Mais vous pouvez la déployer sur des clouds privés et ou sur des clouds publics. Par contre, jusqu'à maintenant, on ne proposait pas l'orchestrateur en mode service. C'est quelque chose qui est planifié pour le début de l'année prochaine. En ce qui concerne les robots, évidemment, il y a eu aussi des évolutions, notamment sur la traçabilité des robots et la compliance. Il y avait eu un focus qui a été fait aussi particulièrement sur les robots dits attended. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'un utilisateur qui aura le robot installé sur sa machine puisse faire plus de choses. Par exemple, lui donner la capacité d'enchaîner les processus, donc de définir quels processus doivent être effectués et de définir en quelle séquence. La capacité aussi de faire du multithreading, c'est-à-dire d'avoir plusieurs bots qui fonctionnent en même temps sur la machine attended, sur la machine de l'utilisateur, pardon. Évidemment, ça va dépendre de la typologie du processus qu'on aura modélisé, parce que quand un robot exécute une action à la souris, si jamais il y a deux processus qui le font en même temps, il y aura un problème d'interaction, mais on a la capacité, bien sûr, d'utiliser d'autres mécanismes que juste l'interface graphique. Donc, on a cette possibilité de faire fonctionner en temps réel deux processus avec un seul et même robot attended. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des API pour pouvoir déclencher aussi des actions sur des robots en local sur la machine à partir d'autres applications. Une chose qui est aussi assez importante, vous avez peut-être entendu parler d'un concept qu'on appelle, nous, le Human in the Loop. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte de dialoguer au maximum l'être humain avec l'utilisateur. Jusqu'à maintenant, en fait, un utilisateur, je vais recommencer ma phrase. Lorsque on utilisait un robot attended, donc en local, qui fonctionne sur la machine, le robot a toujours la possibilité à un moment de poser des questions
à l'utilisateur, parce qu'il va avoir besoin d'un complément d'information, par exemple. Le robot, jusqu'à maintenant, pouvait faire apparaître une fenêtre de dialogue et l'utilisateur pouvait répondre ou apporter des précisions pour que le robot continue son processus. La façon dont ça fonctionne, c'est le robot exécute le processus, demande la pause, fait apparaître la fenêtre de dialogue et ensuite reste bloqué jusqu'à ce que l'utilisateur travaille, réponde et ensuite le processus va continuer. Donc ça, c'est la partie classique. Alors, on a travaillé déjà sur la fluidification de ce concept-là en proposant aux designers RPA la capacité de créer des formulaires riches. Avant, c'était des boîtes de dialogue. Maintenant, on va pouvoir créer des formulaires. Donc, il peut y avoir une véritable interaction entre l'utilisateur et le robot avec des données métiers, des listes de choix, des radio-boutons, des champs dont on va pour lesquels on va pouvoir utiliser des masques et des règles de validation, etc., etc. Mais on est allé plus loin. On s'est dit qu'en fait, l'idée, ça serait de pouvoir faire aussi dialoguer les robots unattended avec les êtres humains. Donc, c'est ce que l'on a mis en place avec ce qu'on appelle le long running workflow. Le principe est de faire en sorte qu'un robot qui travaille sur des chaînes batch, donc qui va traiter des cas à la chaîne, lorsqu'il rencontre une exception, que ce soit une exception business ou que ce soit une exception technique, il puisse en fait isoler le cas sur lequel il est en train de travailler pour pouvoir le mettre à disposition d'un être humain dans une corbeille de tâches qui va être accessible en mode web à travers l'orchestrateur ou sur son téléphone d'ailleurs, puisque l'orchestrateur est aussi accessible à travers une application mobile. Donc, ça veut dire qu'un utilisateur, si je prends un cas standard, j'ai des robots qui sont en train de faire de la dématérialisation de factures, et puis à un moment, j'ai besoin de valider une facture, soit parce que les montants ne sont pas cohérents, soit parce que le montant est supérieur à ce dont on s'attend pour pouvoir traiter la facture automatiquement. Dans ces cas-là, le robot va isoler cette facture dans une corbeille de tâches avec un formulaire d'approbation, de correction, etc., et parallèlement à ça, va travailler sur la prochaine facture. Évidemment, lorsque l'utilisateur aura rempli sa fonction, l'orchestrateur va restituer tout le contexte d'utilisation de la facture, c'est-à-dire toutes les variables, tout l'historique, pour pouvoir ensuite continuer le processus normalement. Donc, c'est vraiment cette mécanique-là qui a été mise en œuvre. Donc, je répète, mécanismes qui permettent aux développeurs de décider à quel moment on va mettre l'information ou le cas dans la corbeille de tâches, mécanisme de gestion d'une corbeille de tâches et mécanisme de restitution des processus pour en conserver le contexte. Je vous ai ensuite parlé du fait qu'il y avait une convergence avec l'intelligence artificielle et le RPA. Donc, excusez-moi, je vais boire juste une petite gorgée d'eau. Donc, ce concept donc, est très important dans la plateforme, dans la nouvelle plateforme. Alors, dans le sens RPA, pour nous, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est finalement du machine learning. Il y a 4 grands piliers que l'on voit qui sont importants pour pouvoir faire en sorte que les robots travaillent en s'appuyant sur des concepts génériques de machine learning. Il y a la compréhension de ce que contient des documents, la compréhension de ce qui se passe à l'écran, la compréhension du langage, et il y a un 4e pilier que vous ne voyez pas ici parce qu'on va zoomer tout à l'heure, qui est la compréhension des processus. Donc, ces compétences sont mises à disposition des RPA développeurs à travers un framework qui fait qu'un utilisateur va pouvoir, un RPA développeur va pouvoir avoir accès à des composants et s'adresser derrière à diverses technologies de machine learning. Soit pour certaines d'entre elles sont disponibles au sein de la plateforme UiPath, soit en s'appuyant sur des partenaires et dans une approche best of breed. Alors, en ce qui concerne par exemple le document understanding, le besoin consiste
c'est la catégorisation des documents et l'extraction des informations des documents. Nous avons nous-mêmes notre propre modèle de machine learning, de document understanding, qui est capable pour l'instant de reconnaître des factures et des tickets de caisse. Cette capacité donc est mise à disposition des utilisateurs RPA, mais ceci dit, il y a aussi la possibilité de travailler avec des partenaires. On a un partenaire que vous connaissez sans doute très bien et auquel on est très proche, qui est Abi, et qui fait ça aussi depuis des années sur des modèles, d'autres modèles que d'autres typologies de documents. Et donc, vous pourriez utiliser la technologie Abi pour reconnaître, je ne sais pas, des cartes d'identité, entre autres des factures, des formulaires CERFA, etc., extraire l'information et ensuite faire votre traitement. Ce qui est important en fait dans cette mécanique, c'est que comme on va utiliser un framework, on pourra, en fonction du besoin, changer de mécanique en dessous, la mécanique sous-jacente en fait derrière cette intelligence artificielle. De la même manière, en fait, il y a la partie visual understanding. En fait, c'est la compréhension de ce qui se passe à l'écran. C'est ce qu'on appelle chez nous, peut-être avez-vous déjà vu ça à travers nos présentation, c'est ce qu'on appelle chez nous le computer vision. L'idée, c'est de faire en sorte qu'un robot puisse comprendre ce qui est accessible à l'écran et soit capable de déterminer ce qu'est une fenêtre, ce qu'est un formulaire, ce qu'est un bouton, ce que sont des radio-boutons, des checkbox, des boîtes de dialogue, etc., etc. Il y a un certain nombre de cas où on ne peut pas s'appuyer sur la couche Windows pour pouvoir identifier les composants dans lequel un robot doit taper de la donnée, par exemple. Je veux parler par exemple du fait que si jamais on accède à un système d'information à travers Citrix, certes, nous avons dans notre solution un composant qui permet, même quand on travaille avec Citrix, de faire en sorte que le robot voit l'information comme s'il était sur une machine locale, mais ça nécessite l'installation d'un composant du côté du serveur Citrix et certaines compagnies ne veulent pas qu'on installe ce genre de composant en arguant du fait que si jamais ils ont mis Citrix, c'est justement pour éviter qu'il y ait des connexions autres que celles proposées par Citrix. Dans ce cas de figure, Computer Vision, c'est exactement la solution qui peut résoudre ce problème, puisque lui, en fait, sur la base de l'image qui va être proposée en Citrix, va être capable de comprendre ce qu'est un label, un champ, etc. Charge ensuite au développeur, lorsqu'il veut taper dans un champ particulier, de trouver dans sa fenêtre des encres basées sur les labels, ou en tout cas basées sur les images, ou basées sur l'information qui va être collatérale au champ dans laquelle il veut rentrer de l'information. Un autre pilier donc de l'intelligence artificielle, c'est le conversational understanding, donc ce qu'on appelle sous le vocable NLP, Natural Language Processing. Le but aussi, c'est bien de comprendre du texte, d'être capable éventuellement de le catégoriser, de comprendre le sentiment qui est associé au texte, etc. Un use case, par exemple, ça peut être la classification des emails. Les modèles de compréhension de langage sont capables, par exemple, de savoir si jamais un email est susceptible d'être une radiation, par exemple, ou une demande de souscription, ou une demande de certificat. Peut aussi comprendre est-ce que la personne qui écrit est satisfaite ou est en colère, etc., etc. Évidemment, en fonction de ça, l'idée, c'est que on va pouvoir alimenter le robot avec cette information pour qu'il sache quoi faire d'un mail entrant, par exemple, puis soit de le diriger vers la bonne personne, soit d'alerter éventuellement le gestionnaire parce qu'il y a un risque de résiliation de contrat. Donc, c'est pour ça que pour nous, il est très important d'avoir cette capacité. Pour être concret, nous n'avons pas d'initiative pour l'instant sur cette capacité-là. On a toujours un framework qui va être capable d'encapsuler d'autres technologies. On a des partenariats, je pense à Expert System, avec Stanford et d'autres, qui vont finalement faire que pour le RPA développeur, ça va être transparent, quelle que soit la mécanique derrière, à utiliser derrière. D'ailleurs, en fait, c'est quelque chose qui est assez important de comprendre, c'est que
Les skills dont je suis en train de parler, et je répète qu'il y en a une sur laquelle on va zoomer tout à l'heure, qui est le process understanding. Donc, ces skills sont extensibles et on va pouvoir utiliser, grâce à un mécanisme, à une plateforme qu'on appelle la AI Fabric, on va avoir la possibilité d'utiliser une solution collaborative dans laquelle les data scientists qui, en général, créent des modèles dans leur coin et qui, finalement, se retrouvent à créer des modèles qui ne sont pas toujours facilement utilisables. Donc, ces data scientists vont pouvoir créer leurs modèles en utilisant du Python, normalement, et donc ils vont les publier dans la AI Fabric. Et à travers cette plateforme, on va pouvoir sélectionner les modèles que l'on veut exposer aux développeurs RPA. Donc là encore, le framework permettra d'avoir des activités qui vont interroger des modèles d'intelligence artificielle, comme si jamais c'était finalement comme si j'appelais un web service ou comme si jamais c'était un composant natif de la plateforme. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je travaille chez un retailer. Donc, je suis parti d'un grand groupe de distribution. Je peux avoir des data scientists dont le rôle est de déterminer le juste prix pour un produit. Donc, ils s'appuient sur des bases internes, sur des calculs en fonction de l'appétence des clients, en fonction de la concurrence, etc., etc. Une fois qu'ils ont créé ce modèle, ils vont pouvoir le publier dans la e-Fabric et à partir de ce moment-là, un administrateur va dire ce modèle, je le publie, je le rends disponible à mes développeurs RPA. Et donc, la personne qui va développer le processus, par exemple, de définition de prix et surtout d'impression des étiquettes d'un produit qui rentrerait sur le marché, va simplement pouvoir interroger ce composant d'intelligence artificielle en fournissant les informations produits et en ayant le prix à appliquer. Et donc ensuite, le processus va suivre son cours. Vous voyez en fait en bas qu'à côté de Custom, il y a marqué écosystème. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette solution AI Fabric peut aussi servir de marketplace. Et donc, on pourrait envisager de partager des modèles de machine learning finalement avec toute une communauté et pourquoi pas le monétiser. Donc, si jamais vous avez chez vous des gens qui sont data scientists et qui veulent monétiser des modèles de machine learning qui seraient directement consommables par des robots de robots UiPath, c'est quelque chose qui est aussi envisageable. Enfin, je vais vous parler de la partie application parce que c'est quelque chose qui est important. En fait, on va dire que c'est quelque chose qui est au long cours. On maintient et on intègre de plus en plus d'applications de manière à fournir aux RPA développeurs des alternatives à l'intégration par l'interface. Par exemple, on va avoir des activités qui vont être spécifiques à SAP et qui permettent, par exemple, de faire une intégration en utilisant BAPI. On vient juste de sortir une intégration avec Salesforce qui est une intégration bijective. Ça permet effectivement d'aller créer des objets dans Salesforce automatiquement, mais aussi à partir de Salesforce de démarrer des robots suite à l'ouverture d'un cas, par exemple. La liste que vous voyez ici n'est pas exhaustive. Il y a par exemple Teams qui vient juste de sortir aussi, donc qui est disponible depuis une semaine. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est une évolution de notre offre telle qu'on aurait pu l'envisager depuis longtemps. C'est-à-dire que vraiment là, on améliore la partie build, on améliore la partie gestion, on améliore la partie exécute. Pourquoi j'ai dit que j'allais pas me faire un focus sur la partie process understanding? C'est parce que pour nous, cet aspect-là ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes et a vraiment quelque chose un but assez important pour nous, c'est le fait de pouvoir démocratiser l'automatisation. Donc l'idée, c'est de fournir aux centres d'expertise, donc les COI, vous savez que chaque organisation qui met en place des solutions de robotique peut avoir
envie de créer des centres d'excellence, centres d'expertise pour le déploiement des robots et surtout de l'automatisation. Et d'ailleurs, vous, en tant que partenaire, vous pouvez tenir ce rôle auprès de vos clients et donc maintenir finalement le backlog des projets d'automatisation à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est à travers 3 types de modules. Premier module qui s'appelle Connect Enterprise, c'est une offre collaborative qui permet de faire dialoguer les utilisateurs métiers avec les experts de l'automatisation, donc les COI ou, encore une fois, je dis vous en tant que partenaire. À travers cet outil, d'abord, les utilisateurs métiers ont la capacité de soumettre des idées d'automatisation et éventuellement aussi de voter pour les automatisations pour lesquelles ils ont une appétence particulière ou qu'ils jugeraient plus importantes que d'autres. Donc, un esprit de collaboration et de discussion entre les utilisateurs et le centre d'expertise. Pour le centre d'expertise, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir suivre toutes les automatisations, le backlog des automatisations, et à l'intérieur de chaque automatisation, vous avez accès pour chaque automatisation, vous avez accès à un certain nombre de KPI qui vous permet de calculer automatiquement les ROI, de faire l'assessment des automatisations, et en tout cas de déterminer quelles sont les automatisations qui sont éligibles à être traitées en premier, et éventuellement d'écarter celles qui ne seraient pas forcément très pertinentes de mettre en œuvre. Une autre chose, c'est que pour pouvoir bien automatiser, il faut aussi bien pouvoir comprendre les processus d'une organisation. Donc pour ce faire, nous avons fait, François en a parlé tout à l'heure, l'acquisition d'une société qui s'appelle Process Gold. Cette société a une solution donc qui permet de faire du process mining. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le process mining, c'est un outil de business intelligence ou de process intelligence, pour être plus précis, qui est capable d'analyser les logs des applications métiers, des ERP, des CRM, etc., pour pouvoir comprendre et déterminer ce qu'est le processus dans ces systèmes-là. Donc, je vais vous donner un exemple pour être plus clair. Si jamais j'ai un processus de gestion de facture, je reste toujours sur cet exemple que je vais décliner un peu jusqu'au bout. Dans SAP, il y a un traitement et puis lorsqu'on va faire le traitement des factures, on va d'abord la recevoir, ensuite on va la valider, après on va peut-être avoir une deuxième validation qui va être métier, après il va y avoir un traitement qui va être un traitement comptable et puis on va recevoir la facture. Donc ça, c'est ce processus-là. Pour pouvoir en fait, ce processus-là peut être déduit à partir des logs, puisque finalement, une log n'est rien d'autre qu'une action qui est effectuée par quelqu'un ou un système à un instant donné. Donc, en analysant ça, en remettant les délais dans l'ordre et en suivant toutes les transactions, on est capable de déterminer qu'est-ce qui est en processus. Et on va être d'ailleurs non seulement capable d'identifier les processus, mais on va être aussi capable d'identifier les déviations des processus. Et c'est là que ça a une véritable plus-value. Parce qu'à travers l'outil de Process Intelligence, qui est un outil graphique, on va donner au métier, au business analyst, la capacité de faire du drill down, en fait, d'aller vraiment comprendre là où il peut y avoir des écarts, là où il peut y avoir des écueils, là où il y a aussi matière à automatisation. Donc, je verrai à la fin de cette présentation, je vais faire un petit survol de ces solutions puisqu'elles sont nouvelles. Donc, pour tout ce qui est la partie Process Understanding. Il y a un autre module qui s'appelle Explorer Expert. Explorer Expert, lui, est à mettre entre les mains des utilisateurs métiers. On va demander à un utilisateur métier d'effectuer son travail et pendant ce temps-là, Explorer Expert va enregistrer tout ce que fait l'utilisateur. Et en sortie, il va être capable de fournir le PDD, donc en fait finalement l'expression de besoin qu'un RPA développeur va utiliser pour créer son automatisation. Et on aura quelque chose d'assez détaillé pour pouvoir faire des automatisations pertinentes. Donc là encore, tout à l'heure, vous verrez
vous aurez un aperçu de la solution et je pense que ce sera assez clair l'intérêt que vous pourrez en retirer, surtout vous qui implémentez des solutions. Ça peut vraiment vous aider à faire toute cette phase d'analyse. Dernière chose, sur la plateforme, on a parlé de la planification, la construction, la gestion, l'exécution, il y a la partie mesure. Donc, c'est à travers une offre que l'on a appelée Insight, on va avoir la capacité de comprendre la façon dont se comportent les robots et les processus qui sont consommés par les robots. Et on va aussi avoir la capacité de l'analyser et de les mettre en regard des informations métiers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mixer les informations métiers avec les informations de gestion de processus. Comme ça permet non seulement de savoir, par exemple, que j'ai 3 process de facture qui sont en déshérence ou qui prennent plus de temps ou qui posent des problèmes. Et comme j'ai des informations de métier, je vais pouvoir creuser et puis savoir, par exemple, que ça correspond à une typologie de facture ou à un type de fournisseur, voire même à un fournisseur en particulier. Donc, analyser exactement ce qui se passe dans mon système. Le but, c'est d'avoir une solution de bout en bout, c'est-à-dire d'être capable d'aller de gérer tout le cycle de vie de l'automatisation, de la partie discovery jusqu'à la partie analyse, tout en passant par la partie design, automatisation et gestion. On a vraiment une vue à 360 degrés finalement sur tout ce qui va être l'automatisation. Et enfin, notre approche aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de faire en sorte que l'humain puisse travailler de plus en plus avec le robot, donc de prévoir des interfaces de plus en plus poussées avec des systèmes d'information, avec des interfaces graphiques. Par exemple, on va avoir la capacité de s'intégrer à des portails pour générer des robots à travers des formulaires que l'on met à disposition. On a des intégrations avec des outils de chatbot, ce qui fait que on va directement, à partir d'un chatbot, pouvoir lancer l'exécution d'un robot, récupérer l'information fournie par un robot et continuer et la refournir au chatbot pour qu'il puisse restituer l'information au client ou à l'utilisateur qui aura fait appel à cette interface. On a la gestion de tâches aussi qui fait partie de notre solution. Et donc, le but, clairement, à la fin, c'est de créer des véritables solutions, des solutions d'entreprise qui seront exécutées par des robots. Voilà, j'espère que vous avez une bonne compréhension et que c'est assez clair. Je vais revenir sur quelques-uns des points un peu plus en détail. Je vais d'abord prendre une petite gorgée d'eau d'abord. On va faire à la fin des questions, je pense. Je vais dire si ça vous va, mais vous ne pouvez pas me répondre. Donc, simplement, je vais revenir un petit peu sur Studio. Je vous ai parlé un petit peu du détail. Vous voyez sur la droite, voilà, première grande nouveauté, une intégration avec Git. Donc, les développeurs sauront et comprendront l'attrait que ça a. C'est donc une façon de gérer le code source collaboratif. Nous avons ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, un effort qui a été apporté sur tout ce qui est debug. Donc, effectivement, dans les versions précédentes, le debug, on pouvait effectivement mettre des points d'arrêt sur un processus, on pouvait voir les variables qui étaient en cours, mais clairement, c'était pas assez suffisant pour pouvoir faire du debug vraiment très pertinent. Donc, on était toujours obligé, en tant que développeur, d'aller écrire des informations dans des logs ou de mettre des message box, etc. Maintenant, en fait, on a un vrai environnement de debug, j'ai envie de dire à la Visual Studio, c'est-à-dire que non seulement je vais pouvoir mettre des points d'arrêt, mais je vais pouvoir aussi définir des watchlists, donc des variables que je veux particulièrement surveiller. Je vais avoir la possibilité aussi de instantanément taper une fonction pour en voir le résultat, pour voir si jamais ça correspond bien à ce que je voulais faire, etc. Pour pouvoir vraiment avoir un debugging pertinent. Parallèlement à ça, j'ai aussi des outils qui me permettent de faire de voir la différence entre mes différentes versions de workflow. C'est ce que vous voyez à l'écran, là, un screenshot où vous voyez en rouge les différences que j'ai entre les deux versions de workflow pour pouvoir analyser
les conséquences, par exemple, d'une mise en production d'une nouvelle version ou d'un retour en arrière. Et puis, il y a un certain nombre d'accélérateurs. Il y en a un que j'affectionne moi particulièrement, qui est le regex builder. Donc, c'est un outil qui vous permet de créer les expressions régulières. Lorsqu'on n'est pas développeur, c'est toujours un petit peu compliqué. Ou alors, il faut passer son temps sur Google pour essayer de trouver quelqu'un qui est capable qui a eu le besoin similaire. Ici, vous allez pouvoir le construire grâce à ce wizard et l'utiliser évidemment dans les processus consommés par vos robots. Juste pour vous montrer un peu la partie Studio X, vous voyez qu'en fait, c'est un autre aspect par rapport au studio actuel. Donc, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais sachez qu'il y a un concept qu'on appelle le concept d'application card. Donc, par exemple, j'ai un Excel file card. Lorsque je mets Excel file card, les actions qui sont dedans et qui vont m'être proposées en premier vont être des actions liées à Excel avec tout le contexte d'utilisation. Et un utilisateur ici ne doit pas taper. En fait, ne va pas taper de code du tout. Ici, il y a un petit menu, un petit bouton, et avec des wizards ou avec des menus déroulants, je vais être capable d'aller manipuler les informations. Le concept de variable n'existe pas. C'est toujours une référence à quelque chose que l'on a fait avant, etc. Donc, pour un utilisateur métier, c'est assez simple d'utiliser l'outil. Et donc, il y a plusieurs types d'applications de cartes qui sont disponibles. Et évidemment, c'est quelque chose qui va être enrichi au fur et à mesure des versions. Le studio test, je ne peux pas vous montrer parce que pour l'instant, il est encore dans nos labs. L'orchestrateur, je vous avais dit qu'il y avait quelques modifications qui avaient été faites là-dessus. Donc, il y a plusieurs axes. Il y a Active Directory, donc intégration à Active Directory. Le folder, ça vous permet de créer des vues spécifiques pour chacun des utilisateurs. Donc, on va organiser l'information qui est visible pour des utilisateurs et la ségréguer. Le fait qu'on soit en cloud, la possibilité aussi de gérer des queues, c'est-à-dire en fait d'avoir on a amélioré la gestion des queues, par exemple en permettant à une personne, à un administrateur d'aller modifier les données qui sont mises à disposition par un robot dans une queue et donc de l'éditer localement s'il en a besoin, d'avoir une idée sur les temps de traitement prévus d'exécution des processus et puis aussi la possibilité de mettre en œuvre des triggers qui fait qu'un robot va pouvoir s'exécuter non pas en fonction d'une planification, mais par exemple en fonction de l'apparition d'un item dans une queue. La partie robot, attendre de robot. Vous avez parlé du fait qu'il y avait une nouvelle interface. Donc voilà, effectivement, le type d'interface qu'on va pouvoir mettre à disposition des utilisateurs. Vous voyez qu'en fait, les thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, exécution concurrente, les API publiques, la possibilité d'enchaîner les processus, c'est ce qu'on voit ici. En fait, l'utilisateur a choisi de créer 3 processus les uns à la suite des autres. Donc, ils vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Et la planification. Donc, on peut dire, à midi, je veux que mon robot démarre et effectue telle tâche. La partie long running workflow, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est pour le human in the loop. Donc, je vous ai dit que ça voulait dire quelque chose du point de vue du développeur. Je vais avoir des nouvelles activités comme mettre une activité dans une tâche et puis surtout la partie resume after each approve, c'est-à-dire j'attends qu'il y ait eu cette action humaine avant de pouvoir continuer le travail. Et ça, c'est à mettre en regard avec la partie task management, donc gestion des tâches. Vous voyez qu'en fait, dans l'orchestrateur, je vais avoir accès en tant qu'utilisateur métier à une corbeille de tâches pour lequel je peux souscrire et je peux m'attribuer des tâches ou faire en sorte qu'un manager m'attribue des tâches. Et lorsque j'ouvre ma tâche, je vais avoir accès à un formulaire qui aura été désigné par le RPA développeur pour répondre à une problématique liée au processus. Maintenant, je vais faire un focus donc sur cette partie process understanding. Je vais peut-être regarder quand même s'il y a des questions maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça dépend combien il y en a. Et,
Alors, la détection de l'écriture manuscrite. Donc là, on est en train de parler de la partie document understanding. En fait, nous, c'est pas nous, quand on fait du document understanding, c'est pas nous qui utilisons l'OCR. Nous, on va avoir un modèle qui travaille sur le document texte. Donc, lorsqu'on parle de documents manuscrits, ce dont on parle, en fait, finalement, c'est d'ICR, c'est-à-dire de compréhension de l'écriture manuscrite. Et on va s'appuyer sur des moteurs externes qui font ça. Alors, c'est pas une technologie qui est encore très, très, très fiable, notamment sur les documents. Microsoft a sorti un moteur qui est quand même qui commence à vraiment être assez fiable parce qu'en fait Microsoft propose des tablettes sur lesquelles on écrit et quand on écrit, la tablette est capable finalement de transformer ce qu'on écrit en texte machine. Donc sur cette base-là, on est capable de faire quelque chose, effectivement. Mais après, c'est pas un champ d'application qui est un autre. On va s'appuyer sur des moteurs externes. Ok, donc tu regardes pour la fin. Ok, donc je vais parler de cette partie Enterprise Explorer. Pour remettre les choses alors à niveau parce que on est plusieurs à utiliser la même plateforme, donc il faut que je puisse voilà. Vous la voyez bien? Bon, donc ce que vous voyez là, en fait, c'est un processus de gestion de factures. Donc vous voyez qu'en fait, la solution, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est capable d'analyser les logs. Alors ici, en fait, ces logs-là sont issus d'un système de type SAP. Et on a dans ce système activer les logs, mouliner ces logs, et on a extrait le processus. Et on est capable de faire cette représentation visuelle du traitement des factures. Je vais peut-être arrêter ça. Voilà. Donc, encore une fois, je le répète, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un être humain qui a dit le traitement de mes factures, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le système qui a été capable de le déduire à partir des logs. Alors évidemment, ça nécessite quand même un travail. Vous savez, si jamais je ne suis pas un spécialiste SAP, mais vous savez que derrière chaque transaction SAP, il y a un nom de code. Alors je vais dire n'importe quoi, hein, mais admettons que Receive Invoice, c'est peut-être FS27, le Check Invoice, c'est peut-être FS45, etc., etc. Et donc, il y a un moment besoin, lors de la mise en œuvre de cette solution, peut-être d'avoir des transcodifications de manière à ce que ce soit visible pour un utilisateur métier. Mais le but final, c'est bien de présenter à l'utilisateur métier un environnement de type BI dans lequel il va pouvoir visualiser son processus. Donc, vous voyez ici que j'ai l'enchaînement, je vais recevoir des factures, je vais faire un check de ces factures, je vais faire un check final, je vais approuver et puis je vais payer ma facture. Mais ça, ce que vous voyez ici, finalement, c'est le Happy Pass. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit bien qu'on a reçu 21 437 factures. Et par contre, en sortie de check invoice, il y en a 18 951. Pourquoi? Parce que finalement, il y a eu des dérivations. Il y a eu des cas qui n'ont pas été traités, ou en tout cas qu'on ne visualise pas là-dedans. Donc, ce qui est intéressant, en fait, avec la solution, c'est d'être capable d'aller de plus en plus loin dans le détail. Donc, si jamais j'augmente la granularité de mon processus, eh bien, on va voir que effectivement, j'ai un certain nombre de factures qui passent par une étape qui s'appelle Check Contract Condition. Et si je vais encore un petit peu plus loin, ben, je m'aperçois que si jamais je passe par là, j'ai une étape qui s'appelle Request Data. Donc là, c'est une étape qui est nécessaire pour le traitement de 5866 factures.
Donc, on a peut-être envie de savoir pourquoi ces 5800 factures passent par cette étape. Et c'est bien ça la solution qui va nous permettre de l'analyser. Alors, je vais simplement me positionner sur l'activité request data et je vais approuver ma sélection, c'est-à-dire je vais filtrer. Maintenant, je suis en train de travailler uniquement sur les factures qui passent par cette étape-là. D'accord? Alors, ce que je voudrais voir maintenant, c'est je voudrais analyser en fait le type de facture que j'ai. Donc, je vais pouvoir faire varier des critères qui est lié à l'information que je suis en train d'analyser. Donc, si jamais je regarde par exemple le détail, le type de facture dont on est en train de parler, c'est en majorité des petites factures. Alors là encore, je vais essayer d'aller plus loin. Je vais simplement me focaliser sur les petites factures. Et puisque j'ai filtré là-dessus, tout en fait, mon contexte ici va correspondre à ma sélection. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un certain nombre de filtres qui sont valables tout au long de ma sélection. Donc, si jamais je veux, par exemple, je peux très bien me dire, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les factures, quels sont les fournisseurs qui ont des petites factures et qui passent par là. Et je m'aperçois, par exemple, que Molestif arrêtera MIB, etc., c'est le plus gros consommateur. C'est la personne avec qui, finalement, il y a le plus de request data. Donc après, évidemment, c'est mon rôle d'analyse de savoir comment est-ce que je traite cette information. Soit je me mets en contact avec mon fournisseur parce que je m'aperçois que la façon dont il travaille avec moi n'est pas bonne et je le mets au pas, entre guillemets. Soit je vais essayer de comprendre un peu plus et puis je vais peut-être aller chercher quelles sont les personnes. Donc, je vais juste me focaliser sur lui et puis je vais aller chercher qui chez nous travaille avec ce fournisseur. Donc, je vais utiliser le case owner. Et je m'aperçois donc que Massey Hearst est la personne qui travaille en grande majorité avec ce fournisseur. Donc là encore, c'est toujours ma fonction d'analyse de savoir comment est-ce que je traite ça. Il y a plusieurs manières de le faire. Bon, soit j'engueule Massey Hearst parce qu'elle travaille pas bien, soit je me plains du fournisseur, soit j'essaye de comprendre avec Massey Hearst pourquoi. Et peut-être qu'en fait cette personne va m'expliquer que le fournisseur est un fournisseur qui travaille dans le bâtiment, qui n'a pas d'informatique, que tout est fait à la main et que donc les factures qu'on reçoit, on est obligé de les retraiter parce que c'est pas lisible, etc. Et à partir de ce moment-là, on peut être enclin à se dire, là, il y a peut-être un moyen d'automatiser des tâches puisque tout ça, c'est du traitement manuel. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va être capable finalement de détecter les points d'automatisation potentiels. Bon, alors évidemment, le process mining peut être utilisé en tant que process mining sans qu'il y ait d'automatisation derrière, ou peut être utilisé aussi pour l'automatisation. Comme je dis, peut-être que la meilleure manière de traiter ce problème-là consiste à revoir mon processus et à le changer. Toujours est-il que si jamais je décide qu'on va faire de l'automatisation, je vais pouvoir faire appel à un autre type d'outil qui s'appelle donc Explorer Expert. Explorer Expert, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un outil qui va me permettre d'enregistrer le travail de l'utilisateur au quotidien. Donc, je vais simplement prendre contact avec Massey Hearst et puis je vais lui mettre à disposition la solution qui s'appelle donc Explorer Expert. Je vais lui demander de le lancer. Voilà. Et donc, on va avoir capacité de... il y a un problème de... Je sais pas. Donc voilà, en tant qu'utilisateur, je vais donc lancer la capture de tout ce que je fais pour pouvoir traiter mon problème. Donc imaginons, on va dire que je lance la capture. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais
ouvrir, par exemple, un fichier Excel, c'est ce que je fais au quotidien, parce que j'ai reçu de la part de mon partenaire, donc je vais prendre un fichier un peu au hasard, donc j'ai reçu de la part de mon partenaire des informations concernant ces factures. Bon, là, c'est un use case, hein, je vous parle de l'exemple, c'est pas ce que vous voyez à l'écran, mais c'est pour vous donner l'idée. Donc, je vais essayer de choisir les informations liées à ma facture. Je vais faire un copier-coller. Donc, je vais faire un copie. Ensuite, je vais me connecter à SAP. Je vais taper sur SAP. Je vais m'envoyer la connexion de SAP. Je vais faire le traitement, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que, bon, on pourrait y passer quelques temps. L'idée, en fait, c'est derrière d'ouvrir une transaction, d'aller écrire les informations que j'aurais copiées. Voilà. Ce qui est important, c'est que toutes les informations que j'ai faites, tous les traitements que j'ai faits sur mon PC vont être enregistrés par la solution. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça me crée directement un processus des actions que j'ai effectuées. Et puis, quand on regarde, en fait, sur les actions particulières, on va voir en fait tout ce que j'ai fait dans Excel. Par exemple, ça a duré 18 secondes parce que je suis un petit peu bavard et je vais directement pouvoir visualiser ce que j'ai fait. Donc, j'ai ici cliqué là-dessus et puis j'ai eu mon menu, etc., etc. Éventuellement, en tant qu'utilisateur métier, si jamais, en tant que Massy, si jamais je veux, je peux rajouter de l'information, explication. Je peux éventuellement rajouter des symboles, de la couleur, etc., etc. Tout ça, en fait, on est bien d'accord, c'est pour pouvoir alimenter mon RPA développeur d'informations pour pouvoir faire le traitement. J'ai aussi la capacité, pourquoi pas, de créer un véritable faux métier en disant, si facture supérieure à 12 000, etc., je vais ici commencer une nouvelle séquence et je peux recapturer, redémarrer, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je sors de SAP, par exemple, etc., etc. Et donc, le flow va se créer au fur et à mesure. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai bien cartographié finalement mon processus, je vais avoir la possibilité de l'exporter. Et je vais l'exporter soit au format UiPath, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais commencer à créer l'ébauche d'un processus qui va pouvoir être directement utilisable dans le studio, soit créer une expression de besoin, qu'on appelle le PDD, et qui est importante pour un RPA développeur. Pour moi, en fait, c'est surtout là qu'il y a de la valeur. C'est là, en fait, qu'on va pouvoir documenter. Donc, en utilisant des templates, alors je peux avoir des templates qui seraient à votre nom, bien sûr, avec votre logo, etc. Là, je vais utiliser un template UiPath. Je vais exporter et la solution va me donner un fichier. On va regarder tout de suite. Donc, vous voyez ici que j'ai directement le schéma que j'ai designé comme introduction. Ensuite, basé sur le template, je vais avoir une table des matières avec du texte qui est important et qui, j'imagine, dans votre cas, lorsque vous allez délivrer des projets, par exemple, vous permettent d'avoir un certain modèle, une certaine façon de procéder et une certaine qualité de fourniture de documents lorsque vous travaillez avec vos clients. Et puis, vous voyez ici qu'il y a des informations qui sont des informations liées à la capture. Donc, par exemple, ici, j'ai un nom et puis j'ai le temps total que ça m'a pris pour pouvoir faire le travail. Mais j'ai aussi la possibilité de visualiser des statistiques au niveau du processus. Donc, combien j'ai créé de processus, combien j'ai ouvert de fenêtres, combien de temps ça a mis, combien de fois j'ai cliqué sur ma souris, combien de fois j'ai cliqué sur une touche de mon clavier, etc., etc. Je vais avoir aussi des détails pour chacun des exemples. Vous voyez ici, par exemple, là, j'ai ouvert Excel. Vous voyez en fait que
j'ai un leftmost click qui est expliqué et qui me dit, bah tiens, c'est ici, j'ai fait un leftmost click, ici right, etc., etc. Donc, toute l'information qui va être nécessaire à un RPA développeur pour mettre en œuvre le processus. Dernière chose, après on va s'arrêter, je vais passer très très rapidement sur la dernière solution dont je voulais parler. C'est la solution qu'on appelle chez nous Connect Enterprise. Donc Connect Enterprise me permet, en tant qu'utilisateur métier déjà, de pouvoir proposer des nouvelles automatisations. Donc admettons que j'ai un travail que je trouve particulièrement fastidieux, ben, je vais avoir la possibilité de soumettre une idée et le système va m'aider à soumettre cette idée de manière à pouvoir finalement fournir de l'information qui soit pertinente pour les membres du COI. Donc, si par exemple je dis, bah, je vais créer ma nouvelle automatisation, je vais faire ma demande, on va dire par exemple que ma demande, on avait dit traitement des factures manuelles. Donc là, on va dire automatisation des demandes de données, fournisseurs, etc. Et je vais pouvoir aussi catégoriser. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui est de la finance. On va dire que c'est sur du account payable, request to order, par exemple. Et puis, c'est voilà, une fonction qui peut être purchase pour création. Évidemment, la liste ici n'est pas exhaustive et elle dépend un peu de votre organisation. Vous pouvez administrer toute cette liste-là. C'est pour pouvoir le ranger au bon endroit, pour pouvoir trouver les process owners et en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de doublons lorsqu'on identifie un processus. Ici, je vais avoir des questions qui vont me driver dans la présentation de mon cas. Donc d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui est très régulé ou est-ce que c'est quelque chose qui est très créatif? En gros, est-ce que je suis capable de déterminer les règles et est-ce que je peux définir un processus qui sera automatisable sans qu'il y ait vraiment besoin d'interaction humaine? Donc là, c'est plutôt à base de règles. Et puis évidemment, je peux ajouter un commentaire qui va décrire ceci. Ensuite, je vais avoir la possibilité de déterminer est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt au format électronique ou qui demande beaucoup de papier. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt, on va dire, digital, puisque je vais envoyer des mails à mon fournisseur qui va me répondre, etc. Mais évidemment, mon curseur pourrait être à ce niveau-là. Là aussi, je peux mettre des commentaires. Je vais aussi pouvoir déterminer est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt structuré, donc avec des données structurées, ou alors plutôt des données qui ne sont pas structurées, comme des documents par exemple. Et quel est l'impact sur mon organisation? Est-ce que si jamais on met ce projet-là, est-ce que finalement ça va impacter peu de personnes? Donc dans le cas si on prend les cas de Massy, peut-être que ça va être plutôt des changements mineurs. Mais si jamais c'est quelque chose qui a un véritable impact, je vais pouvoir aussi le marquer là. Et tout ça, en fait, va avoir un impact sur le calcul, finalement, d'éligibilité des processus et de pertinence. Évidemment, si jamais on prévoit de gros changements en perspective, on va peut-être faire ça avec beaucoup plus d'attention que si jamais c'est des impacts mineurs. Ensuite, il y a une question qui concerne la documentation. Est-ce qu'on est capable de fournir les règles d'exécution du processus? Alors, on peut effectivement fournir des règles, des instructions de travail. En l'occurrence, je vais pouvoir aussi proposer, moi, les tasks, la map du processus, le flowchart et tout, puisque je bénéficie de Process Expert. Et donc, je vais pouvoir le mettre à disposition de mon COE et de fournir et lui permettre d'avoir une vue beaucoup plus pertinente du processus à automatiser. Je peux aussi déterminer qui est le process owner. Bon, là, je vais dire que je ne sais pas qui c'est. J'ai un résumé de mon processus. Je peux revenir dessus. Et puis, lorsque j'ai terminé, je soumets cette idée. Et le système va automatiquement déjà me fournir un feedback en fonction des données que j'ai données, que j'ai fournies, le scoring d'automatisation. Est-ce que c'est quelque chose qui est
facile à faire, donc c'est la readiness, est-ce qu'on va avoir beaucoup de facilité à faire parce que c'est assez structuré, etc. Est-ce que c'est éligible parce que justement, il n'y a pas beaucoup d'interactions humaines. Voilà. Donc c'est un premier niveau de feedback. Évidemment, ça n'est pas suffisant. Après, il va y avoir un travail qui va être fait par le COI. Alors, je vais juste vous montrer ce qui se passe en fait quand on a fait une demande comme ça. En fait, derrière, il y a un life cycle, une automatisation. Vous voyez qu'en fait, les utilisateurs métiers vont pouvoir soumettre l'idée, c'est ce qu'on vient de faire, et puis le manager direct, lui, va pouvoir l'approuver ou vérifier qu'il n'y a pas déjà de duplication, parce que peut-être qu'un autre de ses employés a fait quelque chose, a déjà proposé la même. Éventuellement, dans ce cas-là, il va rattacher l'idée à la première, ou alors il va pouvoir la rejeter et expliquer pourquoi ou non. Et ensuite, ça va être envoyé un programme manager qui va lancer l'assessment de l'automatisation. Et à partir de là, on va tomber sur des rôles de business analyst qui, eux, vont bénéficier d'un certain nombre de KPI pour pouvoir faire le calcul de ROI et à la fin aussi pouvoir planifier les processus et le temps d'exécution des processus avec la partie analyse, solution design, etc., etc. Donc, je vais vous montrer, je crois, avoir dans la liste des processus qui ont déjà été mis. Je dois en avoir un, je pense que c'est celui-là. Ouais, il me semble. Je peux voir quelque chose sur lequel on est allé un petit peu plus loin dans la gestion du processus. Donc, voilà, vous voyez ici que le processus, enfin le processus qui a été demandé, déjà en fait il a un statut en fait qui va dépendre de où il en est dans la phase de validation et d'approbation. Ici on voit les informations qui sont mises à jour soit par rapport à ce que l'utilisateur métier a rentré, soit par rapport aux modifications qui ont été apportées par les gens du COI, puisque effectivement je peux éditer ces informations, les changer, les amender, etc., etc. Vous voyez ensuite qu'on peut avoir des visions beaucoup plus dédiées au temps de traitement, beaucoup plus dédiées en fait au ROI qu'on peut en attendre. Voilà. Et je vais aussi avoir la possibilité de faire une analyse de coût. Donc vous voyez ici clairement, on va avoir une vue graphique qui va me permettre de présenter rapidement peut-être une vue globale, voilà, de mon projet. Donc, je reviens avec tout ce qui est l'estimation de base. Donc, l'utilisateur, lui, il avait fait une estimation qui était simple. Après avoir revu, en fait, c'est quand même quelque chose qui est plutôt type médium, mais on reste quand même avec 78% d'automatisation. On voit ici sur la droite une estimation des coûts. Donc, effectivement, au départ, ça va coûter 3 000 euros, mais en fait, ensuite, on peut, pour chaque année, avoir 2 000 euros de bénéfices prévus. Évidemment, tout ça sont des chiffres de test, c'est un environnement de test. Et puis, on a aussi une vision sur le projet. C'est quand même un petit projet. Toute cette représentation graphique, elle est faite grâce à des métriques qui ont été mises en œuvre et mises à jour par les membres du COI, les stakeholders, les différents stakeholders de la gestion du processus. Et donc, voilà, on a la possibilité, par exemple, de définir dans les coûts le coût des licences, le coût des machines, les coûts de traitement, combien est-ce que ça va mettre, etc., pour avoir une vision sur le projet. Je ne vais pas aller plus en détail. Sachez juste que c'est des outils que nos analystes utilisent en interne. Ils en sont assez satisfaits puisque jusqu'à maintenant, ils travaillaient avec des feuilles Excel lorsqu'ils étaient obligés de rentrer dans des phases d'assessment. On a un ou deux experts chez nous qui font ça pour pouvoir aider soit les partenaires, soit les clients dans l'accompagnement et surtout dans la détection des projets qui sont éligibles. Et en fait, ils ont utilisé
des cas concrets pour voir si jamais on obtenait le même résultat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont dit avoir obtenu les mêmes résultats, la différence étant que pour un projet moyen, la période d'analyse étant de 3 jours sur les KPI, alors qu'avec cette solution-là, c'est plutôt en une demi-journée qu'on va obtenir la même chose. Bon, évidemment, tout ça va dépendre de la taille du projet, etc. etc. Voilà, j'en ai fini pour cette vision globale de nos solutions. J'espère que vous avez été satisfait et que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu. Je suppose que ça a dû générer pas mal de questions. Je suppose aussi que vous avez répondu, enfin qu'il y a eu des réponses qui ont été faites en ligne. Je vous laisse peut-être parler. J'ai quand même pas mal de questions sur Process Gold, mais je pense que ça méritera une session particulière. Parce que là, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails. Voilà. Comment on arrive à capter toutes les transactions, comment on se positionne par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut bien. J'ai une petite question par rapport à Connect. Ça peut être intéressant. Peut-on customiser les paramètres de UiPath Connect en fonction du client? Rajouter par exemple des questions ou des points d'analyse. Oui, tout à fait, c'est le but. C'est le but, effectivement. Une autre question. Pour Explorer Expert, comment seraient les sujets liés à la RGPD? En fait, sur Explorer Expert, quand on a de la donnée, on peut offusquer la donnée et dessiner en fait quelle donnée peut être remontée. Donc, par principe, quand on va saisir une donnée dans un champ, il y aura simplement les premières lettres qui vont être tapées. Bon, je sais pas si je tape dans un nom, un champ nom, du verger, théoriquement, le RPA développeur verra juste D parce que lui, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui a intérêt pour le RPA développeur, c'est bien où la personne a cliqué et quelle est la typologie d'information qui a été demandée. À travers les outils comment on appelle ça, d'annotation, si l'utilisateur a quand même la volonté de remonter une information parce qu'elle a du sens pour, je sais pas, pour une règle de gestion, dans ces cas-là, il pourra le faire. Quels sont les moteurs d'ICR? ParaScript? Oui, mais comme je l'ai dit, en fait, c'est pas nous qui proposons ça. Nous, en fait, on utilise ça en tant que partenariat. On a effectivement ParaScript, on a effectivement Microsoft, et pour nous, il n'y a pas de grande difficulté d'encapsuler n'importe quel type de moteur. Par contre, ça n'est pas proposé avec notre offre, c'est bien quelque chose qui est en plus. Okay. Sur Connect Entreprise, est-ce que ce sera accessible aux partenaires, aux clients, les deux? Une licence supplémentaire. On ne va pas s'adresser pour l'instant, on ne va pas parler des problématiques de licence. Sachez d'abord qu'en fait, pour toutes ces explications, vous avez sur votre portail partenaire, vous aurez un descriptif des modes de licensing. Oui, ça sera accessible aux partenaires et aux clients. En fait, c'est vraiment une question de, comment dire, cas d'usage. J'ai envie de dire, si un client a son propre COI, il l'utilisera peut-être et dans ces cas-là, il sera accessible au centre d'expertise du client pour ses utilisateurs métiers. Vous, en tant que partenaire, vous pourrez effectivement l'utiliser avec vos clients, les inviter en phase d'analyse, par exemple, pour travailler avec vous. C'est aussi quelque chose qui est envisageable et qui est faisable. Alors, est-il prévu un abstract de ce webinaire? Oui. Oui. Oui, on va déjà vous répondre. Déjà tous les slides, on va vous les envoyer à la suite de ce webinaire, et puis on vous enverra un lien pour pouvoir le rejouer, éventuellement le partager en interne avec vos collègues. Il y avait une question aussi sur Process Explorer qui demande cette aide au PDD. Oui. Capte-t-il les règles de gestion? En fait, les règles de gestion, il ne peut pas les capter
à l'enregistrement, parce qu'en fait, vraiment, j'enregistre tout ce qui se passe sur Windows. Par contre, vous l'avez vu, un utilisateur métier peut revenir sur le processus et donc créer des boîtes de décision dans lesquelles il va expliquer et documenter la règle de gestion. Donc, on va dire oui, à condition que l'utilisateur métier ou l'analyse qui va aider l'utilisateur métier à rentrer l'information dans l'outil la spécifie. Ok, on va prendre un peu de temps pour regarder plus en détail, voir si jamais il y a des compléments d'information que l'on peut apporter suite à ça. Je vais peut-être rajouter effectivement pour les gens qui sont intéressés de rentrer un peu plus en détail, il y a deux solutions. Il y a sur le portail, le site web de UiPath, des webinaires spécifiques sur chacun de ces sujets, qui font un peu un drill down sur des fonctionnalités en plus de détails. Alors, pas encore sur ProcessGold, on attend plus d'informations sur ProcessGold. L'acquisition est encore en train de se mettre en place et nous avons des discussions avec ProcessGold ici en Europe pour s'organiser autour la proposition de valeur, mais aussi sur tout l'aspect go-to-market. Il y a aussi, parce que je vous conseille surtout s'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, c'est de revenir vers vos contacts respectifs chez UiPath pour organiser des sessions ou des calls ou des discussions sur les sujets en plus de détails et répondre à vos questions. Donc, le but d'aujourd'hui, c'était de vous donner un aperçu de la plateforme. J'espère que, enfin, je pense, Ludovic a répondu en tout cas à cette volonté, à cette attente de votre part. Donc, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez des besoins, des questions plus spécifiques. Il ne nous reste qu'à vous remercier de votre présence et je vous dis à tous à bientôt. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. En fait, je n'ai pas fait de focus sur la timeline, la product release timeline. Donc là, vous la voyez à l'écran. Donc, on va pas passer un quart d'heure dessus. Sachez simplement que voilà, la plupart des solutions dont je vous ai parlé sont soit disponibles depuis le 11 novembre dernier, ce que vous voyez ici, c'est ce qui est en vert, soit vont être disponibles en 2020. Et vous voyez ici qu'il y a différents types de couleurs. Donc, il y a déjà des programmes de private et de public preview pour certaines personnes qui en nécessitent, enfin qui en feraient la demande. Voilà. Donc, je le laisse quelques instants à l'écran pour ceux qui veulent en prendre connaissance. De toute manière, on va vous le fournir avec les slides. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, qui est déjà bien entamée. Merci beaucoup.